Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette présentation, dans cet atelier de maillage, de partage d'informations. On est très heureux ici au RISC d'accueillir et puis de travailler, de collaborer et de signer la première entente de partenariat entre le réseau Inondations intersectorielles du Québec et notre cher partenaire, le ministère de l'Habitation, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à travers son représentant, le bureau de projet Rivière-Chaudière. La présentation se déroulera aujourd'hui en 4 grandes parties. La première partie, je vais l'assurer en présentant un tout petit peu le contexte de réseau intersectoriel des inondations, qui est le risque, puis vous mettre un peu en contexte. Moi-même, je suis Manel Jomel, directrice développement et partenariat au réseau RISC. J'ai une quinzaine d'expériences professionnelles dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'enseignement universitaire. Ensuite, M. Denis Simard, ici présent, le directeur des bureaux de projet de l'Est. Donc, je te donne la parole, Denis, pour te présenter un tout petit peu. On ne t'entend pas, le micro. Le micro fonctionne. Oui, super. On t'entend. Là, je pensais moi qui parlais, Manel. On dirait que son micro ne fonctionne pas, effectivement. Denis, il faut activer activer l'audio. Je pense qu'il fonctionne. Bon, Denis, le temps que le micro fonctionne. Ensuite, j'ai avec moi aujourd'hui Christelle Tardif et Guillaume Thibault, les analystes du bureau de projet Rivière-Chaudière. Christelle. Bonjour, ça fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Guillaume. Oui, bonjour tout le monde. Également, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ensuite, donc, je vais commencer à partager l'écran avec la présentation qu'on vous a préparée aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui, on présente le projet, l'appel à propositions ciblées en collaboration entre le bureau de projet Rivière-Chaudière puis le réseau RISC. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la présentation se déroulera en 2 grandes phases. Les premières 45 minutes, on va vous mettre un peu en contexte, présenter le RISC, présenter les bureaux de projet et entre autres le bureau de projet Rivière-Chaudière, la genèse de cette étude-là, de ce besoin-là. Ensuite, on va vous expliquer un peu la mécanique et le processus du lancement d'appel à propositions ciblées pour se laisser un petit 45 minutes à la fin pour… Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, Denis, allez-y, ça fait plaisir. Donc, Denis Simard, c'est lui qui va prendre la relève juste après ma présentation du risque pour vous présenter le contexte du PPTFI et puis les bureaux de projet. Ensuite, comme je disais, on va se laisser un petit 45 minutes pour des questions et des discussions au sujet de l'appel à propositions ciblées. Après la réunion, je veux avoir aussi votre accord, s'il vous plaît. Vous voyez, on est en démocratie 100% pour partager la présentation avec vous et partager vos coordonnées. Parce que le but de cette séance de maillage, c'est de vous mettre un peu en communication, en contexte. Et puis, si des professeurs trouvent la participation avec un autre professeur ici présent, ou des chercheurs, ou des spécialistes, ou des professionnels du milieu, vous serez vraiment en contact. Donc, on va vous préparer un tableau Excel avec lequel vous allez pouvoir rentrer en contact avec la personne que vous avez pu cibler ou bien que vous avez trouvé d'intérêt de rentrer en contact avec. Donc, je commence à vous présenter vraiment brièvement. C'est sûr que pour moi, qui est qui porte le risque vraiment dans mon cœur, ça serait vraiment difficile pour moi de vous expliquer ça en 3 ou 4 petites slides, mais le réseau intersectoriel des inondations, c'est un réseau qui réunit 18 universités sur tout le territoire de la province du Québec, comme vous pouvez le voir ici. Donc, toutes les universités, sans exception, sont des membres du risque et on travaille de concert avec aussi des universités telles que Bishop et Luc. Et dernièrement, 2 centres de transfert technologique ont rejoint le réseau et on travaille activement pour faire rejoindre tous les centres de transfert technologique dans notre réseau. Excusez-moi, juste, il y a des personnes dans la salle d'attente, je vais les accepter.
La genèse du réseau inondation intersectoriel, ça revient, et puis si vous vous rappelez un tout petit peu du contexte des inondations exceptionnelles, des inondations historiques qu'a connu le territoire du Québec, mais même de plusieurs provinces au Canada en 2017. Donc, les inondations printanières ont causé des dommages très, très importants sur 90% des municipalités du Québec. Donc, ces inondations-là ont eu des impacts psychosociaux, des coûts économiques énormes, mais aussi des défis pour les acteurs dans la gestion des inondations. En décembre 2017, il y a eu une publication d'un document de travail puis la réalisation d'un atelier très important qui a réuni les 4 grands ministères, les 4 acteurs principaux dans l'intervention, l'action, la planification et la préparation des inondations, à savoir le ministère de la Sécurité publique, le MAMACH, auparavant appelé MAMO. J'ai gardé les anciennes appellations parce qu'en 2017, il s'appelait comme ça, le MDELCC, donc le ministère du développement durable, de l'électrification et des changements climatiques à ce moment-là, et bien sûr, donc, la participation du scientifique en chef, Rémi Quérion, à ce moment-là, elle a suscité un peu son intérêt pour inciter la réflexion des FRQ, des fonds de recherche du Québec, à la mise en place d'une réflexion très approfondie sur un plan d'action en matière de sécurité civile et relatif aux inondations. Ça, c'est le plan du ministère qui a été mis par le gouvernement. Donc, ensuite, en mai 2018, il y a eu un appel à proposition des FRQ pour intégrer un peu, pour la création d'un réseau intersectoriel, d'un réseau qui va s'intéresser plus aux inondations, donc un réseau qui va explorer l'aspect scientifique et l'aspect plus sur des études des inondations. Et en décembre 2018, le réseau RISC a vu le jour, création du réseau inondation intersectoriel du Québec. C'est un réseau qui a pour but de briser les silos, en fait, intersectoriels. C'est du fait d'essayer de pallier à ces problèmes complexes des inondations qui sont étudiés souvent en silo, en mode sectoriel vraiment très spécifique. Et les ingénieurs, les scientifiques, les études d'impact sur le territoire sont vraiment travaillés vraiment entre spécialistes. Du coup, ce réseau-là, il est venu pour réunir toutes les forces vives et surtout tous les éléments, toutes les recherches qui s'intéressent aux aspects des inondations. Donc, le réseau, il est né sur la base de 5 axes intersectoriels. Donc, une stratégie scientifique, donc un axe majeur qui réunit les 5 grands axes, celui de l'identification des facteurs de risque d'inondation et de désastre, à savoir les études des aléas, des vulnérabilités et de l'exposition. Le deuxième axe qui traite, lui, de la gestion de l'aménagement du territoire et des risques d'exposition, les enjeux de gouvernance et de législation, donc toute la réglementation qui régit les territoires et les zones inondables. L'axe 3, qui est, lui, il s'intéresse plus à l'évaluation des impacts psychosociaux, sanitaires, économiques, partage des coûts associés. L'axe 4, à travers l'étude de la transformation, la réduction des vulnérabilités, les individus et aussi les organisations et les collectivités. Et l'axe 5, qui est un peu un axe transversal, qui s'intéresse plus à la gestion de la communication des risques, la mise en place des outils d'aide à la décision et d'adaptation à la résilience. Donc, le réseau risque en 3 chiffres, 3 mots. C'est un réseau qui reçoit un financement de la part des FRQ à raison de 500 000 $ par année pour les 4 premières années. Pour les 2 dernières années, on a eu un supplément de 100 000 $, donc 600 000 $ par année pour réunir près de 176 chercheurs réguliers partout au Québec, répartis partout au Québec, 72 partenaires socio-économiques du Québec et aussi à l'international. Pendant son fonctionnement, le réseau, il a lancé 4 appels à projets et le 5e, il a été lancé ce matin. Le réseau de maillage a été lancé ce matin, donc on l'a lancé le jour même, le 23 janvier, les 2 appels, à raison de plus de 1,9 million de $ pour financer de la recherche intersectorielle sur les inondations, 4 programmes de bourse, et le 5e est actuellement en cours d'évaluation d'une valeur globale de 157 000 $, 40 webinaires et 5 ateliers, donc le travail sur la mobilisation des connaissances, vraiment en travail d'arrache-pied pour pouvoir publier et encourager et appuyer toutes les recherches qui se font sur le territoire et qui sont aussi financées par notre
notre réseau. Donc, comme vous voyez ici, on a aussi des partenariats lorsqu'on lance des appels à projets, que ce soit avec le réseau RQM, lors de notre deuxième appel à projet, avec le consortium Oranos aussi, lors de notre troisième appel à projet. Donc, les projets sont répartis un peu dans les secteurs de santé, société, culture, nature, technologie. Bien sûr, nous sommes financés par les 3 grands axes, comme vous le voyez sur le logo ici. Donc, les recherches en intersectorialité doivent porter sur ces thèmes-là. Donc, nos programmes de bourse, ils couvrent aussi les 3 grandes thématiques. Et comme vous voyez, pour le 5e programme de bourse, qui est actuellement en cours d'évaluation, on a augmenté le montant des bourses afin d'appuyer plus nos étudiants pour pouvoir et pallier au coût de la vie qui ne cesse d'augmenter, mais aussi pour les encourager à mener encore plus de recherches dans le domaine des inondations. Donc, la valeur ajoutée du risque au niveau, que ce soit sur le plan de recherche, sur le plan scientifique, c'est d'avoir plus de mener des recherches avec une vision holistique sur les thématiques transversales, des thématiques de recherche multidisciplinaires. Le but aussi est de décloisonner les savoirs, donc être ouvert, une ouverture entre les différentes disciplines. Former de la relève, donc le réseau aussi renforce les formations spécialisées pour faire face aux défis climatiques et aussi au développement des nouveaux paradigmes de construction des savoirs, combler aussi la pénurie de main-d'œuvre qui est vécue un peu ces derniers temps dans tous les domaines à travers la formation des spécialistes en gestion de risque, aussi offrir un service à la collectivité de qualité à travers de la recherche académique, faire de la recherche académique un outil de développement, d'innovation sociale et aussi avec les partenaires de tous les horizons et aussi favoriser une culture de risque, de prévention, d'anticipation et de gestion intégrée des inondations. Donc voilà, ça c'est en 2 mots un peu qui est le risque, qui est cet organisme qui finance des projets de recherche. Donc je laisse maintenant la parole à M. Denis Simard afin de faire la présentation des bureaux de projet. Oui, merci Manel. Je vérifie simplement que le micro est toujours en fonction. Ça va bien, oui? On m'entend bien, je vois des têtes. Oui. Parfait, merci beaucoup. Donc, merci Manel. Bonjour à tous et à toutes. Là, désolé pour les petits problèmes techniques de tout à l'heure. Denis Simard, effectivement, directeur des bureaux de projet Est du Québec, direction de la protection du territoire face aux inondations au ministère des Affaires municipales. Christelle et Guillaume ont été présentés tout à l'heure lorsque j'avais des petits problèmes techniques. Donc, considérez-vous, saluez collègues. Et il y a aussi d'autres personnes du ministère que je vois à l'écran et des collègues aussi d'autres ministères que je vois là. Je vois entre autres à mon écran Ibrahim et à tout le monde du secteur universel de la recherche. Bonjour et bienvenue. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui dans cette belle atelier de maillage-là et de présentation, dans le fond, du mandat, d'un premier mandat ensemble là, pour la gestion du territoire. Manel, tout à l'heure, présentait, j'aimais bien les bulles, la ligne du temps qu'elle présentait relativement aux travaux du risque et à sa mise en place. On voyait très bien, d'ailleurs, suite aux inondations de 2017, il y a eu un premier grand effort, si on peut dire, qui a été fait en mettant en place un plan en sécurité civile au niveau gouvernemental. Donc, prendre les inondations sous l'angle de la sécurité civile. Ce qu'on voit par ailleurs à l'écran aujourd'hui, on parle maintenant du plan de protection du territoire face aux inondations, plan de protection qui découle évidemment des inondations qu'on a connues en 2017-2019, où le gouvernement a adopté, dans le fond, qui était adopté au printemps 2020, ce plan-là, mais où on visait, dans le fond, à prendre une approche différente au niveau de la gestion des inondations, non pas sous l'angle, comme je disais tout à l'heure, de la sécurité civile, mais sous l'angle, cette fois-ci, d'aménagement du territoire. Donc, le plan de protection, comme on le voit à l'écran, se divise sous 4 axes d'intervention, 4 grands axes d'intervention. L'axe de la cartographie, l'axe de l'accroissement des connaissances et de mieux communiquer le risque d'inondation auprès des parties prenantes ou entre autres la population. Planifier et intervenir, donc c'est le volet des bureaux de projet dont on va parler un petit peu plus tard. Et régir et encadrer. Là, plusieurs des personnes à l'écran ont déjà travaillé beaucoup, entre autres sur la réglementation du régime transitoire, le projet de loi 67 qui a été adopté dans la foulée justement du plan de protection. Je peux en profiter aussi, il y a plusieurs personnes encore autour de l'écran qui ont participé, merci Manel, qui ont participé à la création justement du plan de protection, là, qui ont soutenu le groupe d'action ministériel qui avait été constitué là, pour les besoins en 2019. Et donc, les personnes qui sont autour de l'écran qui ont contribué aux travaux, entre autres aux travaux du comité scientifique là, qui avait été constitué à ce moment-là. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes.
Plan de protection, on a 23 axes, 4 axes d'intervention, je le disais tout à l'heure, 23 mesures. 3 de ces mesures-là portent sur l'axe d'intervention, planifier et intervenir. C'est vraiment dans cet axe-là que les bureaux de projet ont trouvé une naissance, qui ont été mis en place. Donc, les bureaux de projet qui ont pour objectif principal, on le voit bien à l'écran, de planifier à l'échelle des bassins versants, les interventions d'aménagement du territoire relatives aux inondations. Et ce qui est important, il y a plusieurs mots-clés, évidemment, là-dedans, dont celui de la planification à l'échelle d'un bassin versant, ce qui va bien au-delà des limites administratives qu'on connaît au niveau des municipalités, donc prendre la logique de ruissellement de l'eau et non pas celle des regroupements municipaux ou des constitutions municipales. Deux autres mesures qu'on retrouve évidemment également dans l'axe d'intervention planifier et intervenir, des mesures qu'on appelle dans notre jargon du PRAFI, donc les mesures 10 et 11, qui visent justement à soutenir des investissements pour faire des aménagements résilients ou lorsque requis, relocaliser des bâtiments hors des secteurs à juger à haut risque d'inondation. Par exemple, pour le moment, on parle de bâtiments municipaux et de bâtiments à caractère patrimonial qui sont visés par la mesure 11. Et tout secteur des bureaux de projet sont visés par la mesure 10 également. Les travaux, par ailleurs, ces sommes-là ne sont pas limitées uniquement au territoire des bureaux de projet. On va voir la prochaine diapositive, Manel. Prochaine diapositive, on voit ici, évidemment, qu'il y a des parties plus foncées, de l'ouest en est, de l'Outaouais jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau du nord et sur la rive sud de la rivière Richelieu, Yamaska, jusqu'à la rivière Chaudière. Donc, les 10 bureaux de projet sont regroupés dans ces grands territoires-là, environ 75% de la population du Québec qui s'y trouve. J'allais dire tout à l'heure, lorsque je parlais des mesures 10 et 11, il y a certaines régions, évidemment, du Québec qui ne sont pas couvertes par les bureaux de projet. Néanmoins, ces régions-là ont accès également au fonds du PRAFI et aussi à l'assistance aux besoins des bureaux de projet et de la direction de la protection. Direction de la DPFAC, excusez-moi, j'ai oublié le nom dans nos acronymes. La direction qui s'occupe du programme PRAFI du ministère des Affaires municipales. Complémentarité des parties prenantes, ce qui est important de voir justement dans cette diapositive-ci, les 10 bureaux de projet, là, évidemment, on a placé au centre de l'écran, il n'y a rien de péjoratif ou dans ça, mais ce qu'on voit bien dans ça, c'est que les 10 bureaux de projet sont composés justement des représentants ministériels qui sont soit centraux ou en région, des 4 ministères qui constituent la gouverne du plan de protection. Donc, on les voit en périphérie. Donc, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, Faune et Parcs, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère de la Sécurité publique. Ça font également partie des bureaux de projet, les ministères comme le ministère du Transport, le MAPAC, le ministère de la Culture et au besoin, on peut interpeller d'autres ministères aussi qui font autres ministères et organismes gouvernementaux qui sont là. On voit bien aussi dans cette diapositive-ci la présence du milieu scientifique, du secteur privé, le secteur municipal, le milieu municipal et des acteurs de la communauté civile ou de la société civile, qui figurent dans la ligne du bas. Donc, vraiment des bureaux de projet, comme on dit, là, inclusifs, où on va chercher, dans le fond, le meilleur des connaissances de tout le monde. Bureau de projet, 4 principaux mandats, pas petits en soi. Évidemment, vous allez comprendre la portée des travaux qu'on a réalisés. Réaliser un portrait des problématiques d'inondation existantes sur le territoire, chose qu'on a déjà fait, qui sont disponibles maintenant sur le site du gouvernement du Québec, le québec.ca, avec les différents napperons qu'on a utilisés, ou fiches synthèse, si je peux prendre le terme plus exact. Donc, ce volet-là réalisé. Évidemment, c'est des portraits qui sont évolutifs. On n'a pas la prétention d'avoir tout réalisé parfaitement jusqu'à un niveau d'approfondissement à la maison près. Là. Donc, c'est un travail qui va se faire, que je dirais peut-être en continu, qu'on va réviser au fur et à mesure. Autre grand mandat, définir un plan d'intervention qui comprendra des mesures de résilience et d'adaptation en s'appuyant sur des analyses et aussi, autour de l'écran, une expertise scientifique. Donc, on veut vraiment avoir quelque chose qui est fort, qui tient la route, qui va chercher l'adhésion. On voyait bien la diapositive précédente avec des parties prenantes qui sont là. Ça nous amène évidemment au troisième mandat qui porte sur la concertation des parties prenantes. Donc, les parties prenantes qui sont touchées, on a un grand exercice qui se réalise dans chacun des bureaux de projet
à différentes échelles, à différents lieux, à différentes communautés également qui sont présentes. Et quatrième élément, excusez, du mandat, soutenir le milieu municipal dans la mise en œuvre des actions qui seront prévues dans le plan d'intervention. Donc, qui nous amène à avoir l'aspect soutien, le soutien financier, le soutien technique là, qui est présent. Et on voit bien aussi la mission dont on s'est doté là, dans une approche globale et intégrée de cibler les interventions les plus porteuses à l'échelle du bassin versant pour accroître la résilience des communautés face aux inondations. Pour la prochaine diapositive, je laisserai notre collègue Guillaume prendre la suite. C'est bien ça, Guillaume? Oui, exact. À fond, Christelle et moi, là, on va vous présenter rapidement un peu le territoire du bureau de projet de la Rivière-Chaudière, puis un peu le contexte qui nous a mené à vouloir mettre en place là, une étude de suivi hydrosédimentaire sur notre territoire. Donc, dans un premier temps, bon, ce qu'on peut voir à la figure à droite, le territoire du bureau de projet de la Rivière-Chaudière, essentiellement, c'est le territoire du bassin versant de la Rivière-Chaudière. La Rivière-Chaudière, c'est une rivière qui s'écoule du sud vers le nord sur une distance d'environ 185 km. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette condition-là, c'est que ça rend propice, évidemment, l'écoulement sud-nord, ça rend propice la formation d'embarques tout le long de son parcours. Donc, c'est une rivière qui draine un territoire de 6694 km². Ses principaux tributaires, bon, c'est les rivières du Loup, Rivière-Famine, Brosse-Saint-Victor et les rivières Beau-Rivage. Donc, juste ces 4 rivières-là, grosso modo, là, ça va drainer la moitié du territoire du bassin versant. Puis, c'est une rivière qui est très réactive, qui a des très grandes variations de débit. Enfin, on peut juste penser à la période d'étiage lorsque la rivière est à son niveau le plus bas, là, normalement l'été. On a des débits qui peuvent atteindre seulement 3 mètres cubes secondes. Puis à l'opposé, quand on tombe en période de crue printanière, le débit peut monter jusqu'à 2350 mètres cubes secondes. Là. Donc, avec un débit moyen d'environ 4 à 500 mètres cubes secondes. Donc, c'est une rivière très réactive. Ensuite, si on regarde le profil de la rivière, on peut facilement distinguer là, trois tronçons distincts. Là. Le premier, la section amont, qui est ce qu'on appelle la Haute-Chaudière, ça commence à l'exutoire du lac Mégantic. La rivière descend jusqu'à Saint-Georges. C'est un tronçon là, qui est caractérisé par un encaissement un petit peu plus prononcé, puis une pente quand même assez forte, là, de 3 mètres par kilomètre. Puis c'est tout un tronçon qui circule essentiellement dans un secteur plus forestier. Ensuite, la rivière, elle arrive dans la moyenne chaudière, qui est là, de Saint-Georges jusqu'à Scott environ, là, si on parle de municipalité. Là, on voit qu'il y a un bon bris de pente. Là, puis là, on arrive à un endroit où est-ce que la pente est très faible. On parle de 0,1 mètre par kilomètre. C'est un secteur qu'on appelle là, souvent là, dans la région là, le secteur des eaux mortes. Ça agit un peu comme un entonnoir. En fait, toute l'eau qui provient de la Haute-Chaudière, toute l'eau qui provient de 3 des principaux tributaires, la rivière du Loup, rivière Famine, Brosse-Saint-Victor, bon, ça se jette tout à cet endroit-là. Les tributaires, bon, ils arrivent en général avec quand même des fortes pentes, puis ils tombent dans le lit de la rivière qui est Chaudière, qui, elle, a une pente très faible. Donc, évidemment, bon, c'est l'endroit où est-ce que souvent les tributaires, ils vont avoir des accumulations ils vont avoir des bancs de sédiments à l'embouchure de ces tributaires-là. C'est un tronçon qui traverse plus un secteur plus agricole et urbain. C'est d'ailleurs l'endroit où est-ce qu'on trouve la plus grande partie de la population riveraine. Les principales industries sont dans ce secteur-là. Puis c'est l'endroit où on retrouve le plus de municipalités qui sont touchées par les inondations. Si on regarde les figures à droite, c'est le recensement des événements d'inondation qui ont été répertoriés sur le territoire. La figure qui est plus à gauche, c'est par bassin versant. La figure à droite, c'est par municipalité. Mais dans les deux cas, on voit que ce qui ressort, c'est que le tronçon, la moyenne chaudière, c'est lui où on recense beaucoup plus d'événements d'inondation sur le territoire. Puis juste depuis 2019, là, dans ce secteur-là, il y a plus de 750 démolitions qui ont lieu, principalement dans 4 municipalités. On parle de Beauceville, Vallée-Jonction, Sainte-Marie et Scott. Il était juste à Sainte-Marie, il y a 400 résidences qui ont été démolies dans le centre-ville. C'est vraiment le secteur chaud de notre bassin versant. Puis après ça, il y a le troisième tronçon qui est la base chaudière. Puis là, ça part de Scott, ça va jusqu'à l'embouchure dans le fleuve Saint-Laurent. Là, la rivière elle reprend une pente assez forte, puis elle circule dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, évidemment, le bassin versant de la rivière Chaudière se situe au sud du Québec. Au sud du Québec, c'est la région qui comprend le
les plus importants dépôts sédimentaires laissés depuis la dernière déglaciation. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas vous faire un cours de géomorphologie du Quaternaire, mais on a des présences de formes moraines, esquerres, dépôts, glaciolacus, pluvio-glaciaires, deltaïques, puis j'en passe. Et ça, c'est vraiment important à comprendre parce que c'est tous des dépôts en ce moment qui sont érodés par les processus, par l'érosion hydrographique sur le bassin versant. Donc, on comprend que l'ampleur, comme la pente le montrait de Guillaume tout à l'heure, que lorsqu'il y a des fortes précipitations, même la fonte des neiges, beaucoup de sédiments se retrouvent dans la zone d'eau morte. Ensuite, pour le développement socio-économique du territoire, il y a eu beaucoup d'activités économiques qui ont modulé la rivière Chaudière. Donc, on parle ici de Drave comme la plupart des villes riveraines au Québec, la présence de moulins riverains également, l'exploitation de gravier en rivière qui s'est fait jusque dans les années 1980. Quand est arrivé le ministère de l'Environnement, évidemment, il a fait l'interdiction de l'exploitation de ce gravier-là. C'est très ancré dans les mœurs de la population. Présentement, sur le territoire, on trouve évidemment de nombreuses gravières et sablières, comme que je vous ai présenté juste avant avec les dépôts du Quaternaire. On a évidemment des présences d'algues de résidus miniers amiantés dans certains secteurs, beaucoup de chemins forestiers, beaucoup de coupes forestières, puisque le tiers du bassin versant est en milieu forestier. Et évidemment, les pentes tout le long du tronçon principal sont composées de zones agricoles. Évidemment, au cours des dernières années, il y a eu plusieurs modifications des berges du lit de la rivière. Donc, on parle de recherche sédimentaire au niveau des îles. Exemple, Beauceville avec l'île Ronde. Recherche de plage également dans le centre-ville de Saint-Georges pour agrandir le périmètre urbain. Et évidemment, comme la photo vous le montre là en bas, c'est la construction d'un mur de soutènement à Saint-Georges. Donc maintenant, on va vous expliquer un peu dans quel contexte le projet d'études hydrosédimentaires s'est construit. En fait, Christelle vient d'en parler un petit peu. Là. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'il y a quand même un souhait, parce que les élus des municipalités le long de la rivière demandent de draguer les sédiments là, quand même depuis un bon moment. Comme Christelle le disait, là, il y a comme un historique de l'exploitation de gravières à même la rivière. Donc, puis vous allez voir dans la prochaine diapositive, il va y avoir des photos. Là, puis, tu sais, c'est des bancs de sédiments qui sont quand même volumineux, puis en étiage sont très visibles. Là. Fait que, tu sais, c'est facile pour les gens, la population, ça paraît logique pour eux de voir un gros amas de sédiments comme ça dans la rivière et de dire, ben, c'est un problème, il faut l'enlever. Fait qu'il y a vraiment cette philosophie-là. Puis, évidemment, les inondations de 2017-2019, bon, ben, ils ont accentué un peu le désir de vouloir aller travailler dans la rivière. Puis, à ce moment-là, ben, le ministère de l'Environnement a mandaté un comité expert qui était composé de Pascal Biron, Étienne Boucher, Wael Taha, qui ont eu comme mandat de trouver des solutions à l'échelle du bassin versant pour réduire les risques d'inondation, autant en eau libre qu'en embarque. Évidemment, ils se sont quand même penchés sur la pertinence des interventions de dragage qui étaient prônées par le milieu municipal. Dans le contexte de l'étude, les municipalités avaient soumis ou présenté différents endroits, là, la carte en bas, là, Google Maps, là, il y avait une dizaine d'accumulations de sédiments qui avaient été ciblées par les municipalités, lesquelles ils jugeaient problématiques, puis possiblement qui souhaitaient voir enlever là, ou draguer. Donc, comme je vous disais, vous voyez à droite ici là, des exemples de bancs de sédiments sur la rivière. Là. Il y a 4 exemples ici. Comme je vous disais, il y a plus d'une dizaine de bancs d'accumulation qui avaient été ciblés par les municipalités. Donc, le rapport du comité expert s'est penché sur la question, puis c'est bien qu'estimait que ces bancs d'accumulation-là avaient probablement peu d'influence ou pas du tout même sur les inondations en eau libre, compte tenu que l'eau monte quand même. Il y a une bonne variation de débit. Là, en fort débit, là, le niveau est plus élevé, puis ils n'ont probablement pas d'enjeu pour les inondations en eau libre. Par contre, l'influence de ces bancs-là pour les inondations par embarque était quand même jugée non nulle, là, puis surtout pas très importante, en particulier si ce n'était pas combiné avec d'autres interventions, là, comme du bris de couvert de glace à des endroits stratégiques ou encore la réduction de volume de glace qui serait amenée par la rivière en amont. Donc, mais surtout, une des principales conclusions du rapport, c'était que malgré l'importance des problèmes d'inondation dans la rivière Chaudière, il y a très peu d'informations, de données scientifiques disponibles au niveau hydrosédimentaire.
Donc, une des principales recommandations, c'est de mettre en place un suivi des apports en sédiments dans le bassin pour pouvoir cibler certains éléments là, comme la caractérisation, le suivi de la charge en suspension, la charge de fond, faire un suivi plus serré des sections alluviales, de manière à déterminer l'emplacement, puis le taux d'ajustement morphologique, faire de l'acquisition LIDAR. Tout ça dans le but de répondre à des questions là, quand même de base, savoir le chenal est en gradation, c'est quoi la vitesse de sédimentation dans la rivière, c'est quoi le volume de sédiments qui transite de l'amont à l'aval. C'est tout ça dans l'objectif de pouvoir prendre des décisions éclairées par rapport aux problématiques d'inondation. Donc, ce qui a été fait depuis le rapport des comités experts qui date de 2020, bien, il y a un relevé de topo bathymétrique qui a été fait par le MERN ou le MERNF maintenant, qui avait été mandaté par le MAMACH, mais bon, il n'y a pas d'autres relevés qui ont été faits encore, puis le suivi justement plus serré des sédiments demeurait aussi à mettre en place. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, compte tenu, c'est, comme je disais tantôt, l'engouement pour le dragage dans la région, le besoin d'acquisition de connaissances hydrosédimentaires qui a été soulevé par le rapport du comité expert, moi et Christelle, au bureau de projet de la Rivière-Chaudière, on a décidé de mettre de façon prioritaire, de mettre en place une étude hydrosédimentaire sur le territoire. Donc, on espère que cette étude-là va nous permettre de bien comprendre le comportement de la rivière, de faire une analyse plus robuste des projets de dragage qui pourraient nous être soumis là, dans les prochaines années par les municipalités, d'orienter le plan d'intervention vers des projets qui sont plus résilients, qui sont plus adaptés et durables. Donc, l'appel à proposition qui vous est présenté aujourd'hui, il vise non seulement à établir un portrait physique de la situation, mais aussi à prendre en compte des aspects économiques ou politiques ou aménagement du territoire, de communication. Donc, comme Manel parlait au début, vraiment l'approche intersectorielle qu'on trouve intéressante pour offrir une vision un peu plus élargie et de permettre le développement de nouvelles façons de réfléchir à la problématique de sédimentation. Avec cette étude-là, en fait, ça va permettre le bureau de projet de documenter, de comprendre le comportement hydrosédimentaire de la rivière. Ça va nous permettre aussi de mener des futures analyses concernant les projets de dragage, donc évidemment avec nos partenaires ministériels. Ensuite, orienter les plans d'intervention qu'on est en train de mettre en place pour aller vers des projets résilients, adaptés et durables. Proposer des orientations qui se basent sur des données scientifiques les plus à jour. Assurer la pérennité et l'efficacité des projets proposés par la municipalité. Prendre en compte les aspects physiques, mais comme Guillaume l'a dit, et non seulement ça, mais économique, politique, aménagement du territoire et communication, parce que c'est très important d'avoir un volet de communication aux élus et aux preneurs de décision, et pour éventuellement faire un outil d'aide à la décision qui permet de pouvoir interpréter les résultats par les élus ou soi-même la population qui ont encore en tête que lorsqu'il y a des inondations, il faut draguer dans la rivière. Donc, évidemment, les résultats escomptés, c'est premièrement, au minimum, avoir un portrait hydrogéomorphologique détaillé du bassin versant, identifier les sources potentielles d'apport de sédiments, caractériser les types de dépôts de surface, modéliser le transport sédimentaire, identifier les secteurs à risque d'inondation et d'accumulation sédimentaire dans le bassin versant de la Rivière-Chaudière. Donc, comme vous allez voir lorsque vous regardez un peu plus le guide de l'appel à projet, nos résultats, on aimerait les centrer entre le secteur que Guillaume vous a montré tout à l'heure, entre Saint-Georges et Saint-Lambert-de-Lauzon, qui sont les secteurs de zone d'eau morte, donc les plus problématiques à l'accumulation sédimentaire et où il y a le plus de population également. Et évidemment, avoir un outil d'aide à la décision qui permettra aux décideurs, que ce soit le MAMACH, les bureaux de projet ou les municipalités, etc., d'intégrer ces connaissances-là et de voir comment on pourrait répondre à la problématique. Donc, ce n'est pas seulement une étude physique, c'est vraiment une étude intersectorielle. Oui, puis ici, juste pour faire peut-être un retour avec ce que Denis parlait tantôt avec les orientations, les visées du plan de protection du territoire face aux inondations, mais c'est pour montrer que le projet d'acquisition de connaissances hydrosédimentaires sur le bassin versant de la Rivière-Chaudière, ça s'arrime avec plusieurs mesures du plan qui sont portées par différents ministères. Je ne veux pas les passer une à une, mais on voit que ça peut toucher différents axes, dont la cartographie, la planification intervenir, évidemment, qui sont essentiellement ce que le bureau de projet
fait. Puis ensuite, il y a beaucoup au niveau de connaître et communiquer, là, notamment rendre disponibles les données concernant l'évolution des cours d'eau, développer des connaissances, l'espace de liberté, poursuivre, augmenter la collaboration avec les instituts de recherche. Fait que, toutes ces mesures-là, ben, ils sont touchés de près ou de loin là, par le projet d'acquisition de connaissances qu'on veut mettre en place. Évidemment, pourquoi le risque? Pourquoi le bureau s'associe avec le risque pour mettre en place cette étude-là? Il ne va pas directement à des chercheurs ciblés. En fait, qu'est-ce que nous permet le risque? C'est d'avoir accès à de l'intersectorialité. Donc, notre recherche est plus recherche-action, mais avec vraiment les besoins de nos municipalités. Avoir accès à un plus grand bassin de chercheurs. La crédibilité également du comité scientifique qu'ils ont mis en place. L'équité entre les chercheurs à l'échelle nationale et encore plus, mais pour stimuler la relève scientifique. Bon, à mon tour de reprendre la parole et de vous annoncer que le 23 janvier 2023, on a annoncé sur nos réseaux et en collaboration avec la direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'habitation, l'appel à propositions ciblées qui vise une acquisition de connaissances hydrosédimentaires sur le bassin versant de la rivière Chaudière, visant à améliorer la compréhension et la dynamique fluviale de cette rivière et de ses tributaires pour mieux apprécier le risque d'inondation sur le territoire et ainsi orienter le choix des solutions à mettre en place qui soient adaptées aussi et durables. Donc ça, l'appel à propositions ciblées, vous le trouvez sur notre site web. Donc, je vous invite fortement à consulter le site web du risque afin d'avoir tous les détails. Donc, cet appel à proposition-là et l'innovation dans cet appel à proposition, c'est que c'est le risque qui va monitorer, qui va piloter, qui va recevoir les propositions des chercheurs. Notre comité scientifique, bien sûr, va faire son évaluation à travers, l'évaluation va être faite par des experts à l'international, puis le comité scientifique va approuver les choix. Ensuite, de concert avec le bureau de projet Chaudière et le comité qui sera formé, les décisions vont être prises. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui que vous retenez, ce sont les dates importantes, à savoir la date limite de dépôt qui est le 3 avril. Puis les résultats seront annoncés durant le mois de juin et le démarrage des projets, il est prévu pour le mois de septembre. La fin de l'étude, elle est prévue pour décembre 2025, à savoir 28 mois de travail pour les équipes de recherche. Donc, les paramètres spécifiques de l'appel, comme disait tout à l'heure Christelle, tous les éléments se trouvent dans le guide. C'est un document exhaustif, vraiment très détaillé, dans lequel vous allez trouver toute l'information dont vous aurez besoin pour traiter, pour déposer votre demande. Donc, le chercheur principal, il doit provenir d'une université québécoise et il doit absolument être membre du risque. Être membre du risque, c'est déposer une demande de membership qui sera traitée, bien sûr, évidemment, tout de suite lors de son dépôt. Donc, tous les co-chercheurs dont l'expertise est pertinente et complémentaire, donc avoir des co-chercheurs qui sont expérimentés dans l'hydrosédimentologie, dans les connaissances, dans tout ce qui est connaissances hydrosédimentaires comme l'ont présenté Christelle et Guillaume, les experts dans ce domaine. Donc, le budget alloué pour ce projet, il est au maximum de 100 000 $, mais des propositions à des budgets variés sont vraiment acceptables, incluant les frais de gestion universitaire qui sont les FIR de 27%. Donc, les montants disponibles pour l'appel, comme j'ai dit, c'est maximum de 100 000 $, et la soumission, elle doit être rédigée en français ou en anglais, mais les livrables seront en français. Donc, vous pouvez soumettre des projets rédigés en anglais, mais le livrable final, les fiches qui doivent être rendues au bureau de projet doivent être en français. Donc, les documents à fournir, comme je vous ai dit, se trouvent sur notre site web. Les évaluations vont se faire, les propositions, elles seront jugées conformes, seront évaluées par le comité d'évaluation formé d'experts indépendants, que ce soit du Québec, du Canada et aussi de l'international, selon des critères d'évaluation qui varient. Dans le pointage, il varie entre 45 et 5 points. Donc, 45 points pour la qualité et la rigueur de la méthodologie proposée et l'adéquation avec les besoins formulés dans l'appel à proposition. Le réalisme du plan de travail et l'adéquation avec les activités proposées seront évalués pour une vingtaine de points. La pertinence et l'excellence de l'expérience et de l'expertise du bureau de l'équipe du projet, et ça sera évalué à travers les CV qui seront déposés. L'apport de l'intersectorialité dans ce projet, comme tout à l'heure, Christelle et Guillaume, ils ont mis l'accent sur le besoin d'avoir
outre le fait d'avoir des résultats vraiment basés sur la technicalité et puis la dynamique sédimentaire, mais aussi de formuler ces résultats-là, non pas de les remettre uniquement sous la forme d'un rapport technique, mais aussi de les formuler en outils d'aide à la décision, à savoir des fiches techniques, des résumés qui vont aider les décideurs à prendre les meilleures décisions politiques, donc en conformité avec nos lois et nos règlements au Québec. L'apport de l'intersectorialité dans le projet, ça, ils seront évalués aussi pour 5 points. L'adéquation de l'outil d'aide à la décision avec les besoins exprimés, donc être aussi au fait et au courant de toutes les réalités locales, municipales, des MRC, et aussi la rigueur et le réalisme du budget. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est un maximum de 200 000, mais des budgets qui, si le besoin il est moins de 200 000, c'est des propositions qui seront acceptées et évaluées. Donc, le comité d'évaluation, il va se réunir pour discuter des évaluations individuelles, atteindre un consensus et faire des recommandations pour le bureau de projet Rivière-Chaudière et donc du coup au MAMACH. Le ministère aussi sélectionnera ensuite le scénario optimal pour le financement, donc c'est un choix qui va se faire de concert aussi de leur côté et ce scénario optimal, il pourra être proposé initialement par une seule équipe de recherche ou il pourrait aussi, à la demande du MAMACH, être une combinaison d'éléments innovateurs provenant de plus d'une proposition. Donc, comme je vous ai dit, si plusieurs propositions conviennent à la réponse et à la demande, plusieurs propositions peuvent être combinées en une seule. Donc, le MAMACH et le comité d'évaluation peuvent demander des ajustements à la proposition retenue. Ça, c'est suite à la réunion de l'évaluation. Donc, pour le suivi de l'étude, il y aura une formation d'un comité de suivi. Ce comité sera composé de spécialistes externes au projet, de représentants des ministères partenaires au PPTFI et aussi des représentants du risque et du MAMACH. Ce comité, il va conseiller et orienter l'équipe du projet afin de s'assurer du bon déroulement de l'étude et aussi de son adéquation avec les objectifs initiaux de l'appel. Donc, les membres de ce comité de suivi pourraient être appelés à se rencontrer d'une façon trimestrielle ou peut-être semestrielle, tout dépend du besoin et de l'évolution de la collecte de l'information. Donc, les livrables qui seront attendus, donc 2 mois après le début du projet, une fiche de projet actualisée avec des éléments plus détaillés de où est-ce que s'oriente le projet. Donc, on s'entend bien que 2 mois après le démarrage du projet, il y a des informations qui seront déjà colligées. Donc, on s'attend à avoir la fiche actualisée, le rapport d'activité intermédiaire. Donc, tous les 6 mois, l'équipe de recherche doit soumettre un rapport d'activité intermédiaire, un rapport d'activité final rédigé en français à la fin du projet, soit en décembre 2025. 2 rapports financiers seront déposés à la mi-parcours, un résumé d'intervention adressé aux décideurs politiques. Donc, comme on l'a dit, c'est un outil d'aide à la décision et aussi l'équipe de recherche en collaboration avec l'équipe du risque et le bureau de projet Chaudière vont organiser puis publiciser les résultats de ces travaux lors des webinaires ou d'événements scientifiques organisés en collaboration entre le risque et le bureau de projet Chaudière. Donc, vous voyez, nous sommes en février 2023. Nous sommes aujourd'hui à la séance d'information qui est organisée en collaboration avec le risque et le bureau de projet Chaudière. Actuellement, le bureau de projet Chaudière est responsable de... Tu veux que j'aime? Oui, OK. C'est comme une donne en fait, comme vous avez vu tout à l'heure dans les livrables, peut-être certains chercheurs d'entre vous se sont dit, OK, là, on a 28 mois, on commence en septembre, mais il y a quand même des données qu'on perd, l'acquisition de données entre avril et septembre. Ça, c'est dû à des délais administratifs de notre côté, puis c'était la première fois qu'on faisait l'entente. Donc, nous, en ce moment, dans les bureaux de projet, au MAMACH, on est en train de mandater un organisme pour assurer cette collecte de données-là entre avril et septembre. Les collectes de données vont être prises en fonction, on va voir arriver là, quand même les propositions, on va savoir les besoins. Donc, on va s'assurer d'avoir une collecte de données terrain là, qui va jusqu'à septembre. Si vous pouvez commencer avant, tant mieux, mais on veut mandater pour être sûr de ne pas perdre des saisons. Super. Donc, en mars 2023, il y aura formation du comité d'évaluation. Donc, vous allez déposer votre proposition ou les chercheurs vont déposer leur proposition en date du 3 avril, on s'était dit. Donc, date limite d'application ou de dépôt de proposition. Donc, on prépare un peu l'évaluation. De leur côté, au bureau de projet Chaudière,
On va faire la formation d'un comité de suivi, comme Annelle l'a mentionné. Donc, c'est composé de ministères et organismes, des spécialistes également au ministère sur certaines questions. Également, on va avoir des représentants municipaux. Donc, ensemble, on va choisir les propositions. Donc, ça va être un peu du bottom-up, comme on dit là, en bon français. Continue, Anna. Oui, bon, en mai 2023, il y aura la réunion du comité d'évaluation. Donc, les évaluations seront publiques à partir du mois de juin. On a dit l'annonce des résultats qui seront annoncés via communiqué de presse. Là, je dois aussi mentionner et remercier l'équipe de la direction des communications du MAMACH, qui, eux, ils nous accompagnent depuis un certain temps pour mener à terme, pour mener à bien les publications, les annonces dans ce partenariat-là. Et pendant le mois de juin, il y aura des annonces par communiqué de presse officiel pour annoncer l'équipe qui a gagné. Tu peux continuer, vous allez annoncer, c'est ça. Donc, en juillet 2023, il y aura la signature de l'entente. Si tout va bien, l'organisation du travail entre les différentes équipes ou l'équipe qui a remporté le projet vont se mettre en place les ententes. Donc, la signature de l'entente va se faire entre l'UQAM et l'institution universitaire qui abrite le chercheur principal dirigeant l'équipe de recherche. Ensuite, en mois d'août, la formation du comité de suivi. Donc, on s'était dit que c'était sur une base trimestrielle. Donc, 3 mois après le démarrage du projet, vont avoir lieu les premières réunions du comité de suivi du projet. Et en septembre 2023, il y aura le démarrage officiel de l'étude. Donc, le petit délai entre juillet et septembre, on s'était donné comme un délai pour se donner du temps pour les processus administratifs de signature des ententes. Mais on espère bien, si tout va bien et si on arrive à signer un peu plus à l'avance. Donc, dès que l'équipe de projet a signé l'entente de partenariat, ils vont entamer, je pense, la collecte de leurs données. Ensuite, en 2024-2025, donc c'est des rencontres trimestrielles de suivi, des validations de rapports trimestriels et puis aussi du côté du bureau de projet Chaudière, je pense que vous allez faire des suivis de l'entente à l'interne. Oui, donc on a également un comité qui n'est pas le même du RIS, celui qu'on vous a dit, qui est formé des ministères et organismes et des municipalités. Donc, ce comité-là va suivre tout au long de la recherche, on fait les résultats et tout l'avancement. Et ensuite, on va présenter probablement en 2026, parce que c'est déposé le rapport final en 2025, là, mais on va présenter les résultats via des communiqués, excusez-moi. Super, donc je pense que ça fait le tour. J'espère que c'est clair, j'espère que l'information est claire et précise. On a vraiment dépassé de 5 petites minutes. Il est actuellement le moment pour poser des questions et pour discussion. Donc, si vous avez des questions sur des slides qui ont été présentés, sur des informations qui vous ont été présentées, on est tous là pour répondre à vos questions. Donc, je remercie encore une fois l'équipe du projet, l'équipe du bureau de projet Rivière-Chaudière, l'équipe du MAMACH et puis aussi, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Est-ce qu'il y a des questions pour l'équipe? Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la... Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai quelques questions de mon côté. J'ai un grand intérêt là, pour ce projet-là, là, dans le contexte où on réalise déjà ce type de projet de recherche sur plusieurs rivières, ici au Saguenay, Rivière-à-Mars, L'Anse-Saint-Jean et les Escoumins, par exemple, où on travaille là, sur les dynamiques hydrosédimentaires. Puis une des questions principales qu'on avait ici au Saguenay, c'est de quantifier là, les taux d'incision suite aux stabilisations de berge là, dans les rivières là, du Saguenay. Une question que j'ai, dans le contexte où nous, on utilise beaucoup les transpondeurs actifs et passifs là, pour faire le suivi du déplacement des sédiments, de la provenance de ces sédiments-là. Là, je voyais dans le calendrier qu'il y avait une collecte de terrain par un organisme autre et je me demandais est-ce que cet organisme-là est déjà choisi? Puis dans l'optique où, si par exemple, on veut aller vers de la modélisation hydrosédimentaire, bien, on a besoin d'avoir des données de déplacement
de particules, en utilisant par exemple les transpondeurs. Mais une des problématiques que je vois apparaître là, dans le calendrier, dans le contexte où on a seulement 2 terrains potentiels, donc l'été 2024 et l'été 2025. La problématique qu'on a avec les transpondeurs, c'est que généralement, lorsqu'on les dépose dans le cours d'eau, il y a comme le premier bond, donc la première crue qui va aller redéposer les sédiments naturellement qu'on ne peut pas prendre en compte dans la dynamique de transport sédimentaire. Puis ça nous prend comme 2 étés minimalement. Donc, je ne sais pas dans l'optique ou si c'est un projet comme ça qui est sélectionné avec l'utilisation de transpondeurs, est-ce que les délais de dire, OK, au lieu de commencer en septembre, si on peut commencer un peu plus tôt, en juillet, par exemple, ou en août, pour nous, de notre côté, avoir le temps de fabriquer, si effectivement ça va dans ce sens-là, mais si pour avoir le temps là, de fabriquer les particules, de pouvoir implanter les RFID, pour pouvoir les mettre, par exemple, en septembre ou en octobre avant les glaces, pour pouvoir commencer déjà à faire des suivis l'été d'après, puis éviter là, ce deuxième bond-là. Donc, je me demande, ma question dans le fond, pour simplifier, est-ce que c'est malliable un peu au niveau du calendrier pour faire ça un peu plus rapidement pour commencer déjà à l'été? Justement, lorsqu'on a parlé tout à l'heure qu'on mandatait un organisme, leur mandat va être ouvert, en fait, avec les besoins des chercheurs. On va les anticiper. Ce n'est pas à partir du mois de juin. On sait à peu près quelles données vous avez besoin, mais les chercheurs qui vont être choisis, retenus, on va les voir arriver. On va être capable d'anticiper pour dire, OK, on a besoin d'aller prendre telle donnée. On pourrait même commencer à partir d'avril en fonction des besoins qu'on ressent là, qui est plus important. Là, ça va être des discussions avec le comité scientifique qui va évaluer. Fait que lui aussi, le comité scientifique est au courant de certaines de certains besoins. Puis cet organisme-là, c'est un organisme qui peut, par exemple, aller prendre des données, aller déposer des données. La seule problématique, en fait, Maxime, que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas signé l'entente, techniquement, votre université ne vous laisse pas aller sur le terrain. Mais nous, on veut s'assurer que la prise de données soit faite pour les chercheurs entre la crue et septembre. On ne veut pas passer ça parce qu'en ayant 2023, mais là, ça permet d'avoir assez de temps, assez de données. Là, on a 23, 24, 25. Bien, c'est sûr, 25, c'est un peu borderline pour le remettre en décembre, le rapport, mais il est quand même avancé. Oui, c'est possible, sauf que là, il y a le défi, par exemple, si on doit acheter des transpondeurs, ça ne sera pas la firme externe qui va acheter des transpondeurs. Si on va vers des transpondeurs actifs, nous, on a développé en collaboration avec des collègues à Lyon une recette, puis c'est sûr que moi, je ne donnerai pas cette recette-là à une firme privée parce qu'on a des ententes de toute façon avec l'École normale supérieure de Lyon qui ne nous permettrait pas de pouvoir partager notre recette-là. En tout cas, c'est juste dans le contexte où si on va aller vraiment dans la dynamique hydro-sédimentaire, plus direct, c'est difficile avec seulement une année de suivi. Là. Bien, ça, c'est complètement comprenable, mais c'est sûr qu'on peut l'anticiper. On peut s'en reparler via comme juste one-on-one, mais il y a quelque chose qu'on peut trouver comme solution. Même l'affaire, c'est que les limites, les dates limites sont vraiment consacrées en fonction de l'administration, même du risque qui va renouveler en 2025. Ça ne veut pas dire que c'est obligé de finir en 2025, mais on ne peut pas faire une entente de service jusqu'à 2026. Si c'est renouvelé, ça pourra être remis en 2026. Mais là, on doit aller avec ce qu'on a en ce moment. Là. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est d'atteindre les résultats. Donc, si on voit qu'il y a des délais supplémentaires, mais là, on travaillera ensemble. C'est pas que dans le temps, 28 mois, on court. Là, on est flexible quand même. Parfait. Merci, Maxime. Philippe, puis ensuite Denis. Bonjour tout le monde. Philippe Gachon, je sors de ma sabbatique pour vous voir et ça me fait plaisir de voir du monde. Merci aussi beaucoup avant de répondre à la question, puis je vais rebondir sur ta question, Maxime. Pour toute l'équipe du MAMAGE et aussi du RISC qui a fait en sorte que ce projet-là, en l'espace de à peine 6 mois, on a été capable de faire quelque chose. C'est assez exceptionnel et je remercie vraiment toute l'équipe, à la fois du RISC et du MAMAGE, d'avoir réussi à aboutir. Alors, Maxime, je vais rebondir là-dessus parce qu'évidemment, tu as ton rapport effectivement certaines choses, mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que du côté du RISC, on va huiler le mécanisme avant même ou avant que les projets soient sélectionnés. Et quand je parle de huiler le mécanisme, il existe dans le réseau universitaire des procédures qui peuvent être variables d'une université à l'autre. Je m'explique, quand on parle d'entente, dès que la lettre d'octroi est octroyée au chercheur, n'est-ce pas Maxime, si c'est toi ou un autre chercheur dans le réseau,
certaines universités ouvrent des UBR, c'est-à-dire en fait avancent des fonds. Comme c'est un projet, on s'entend, on est tous relativement fiables tous ensemble. Et aussi, pendant ce temps-là, aussi, on va s'assurer de discuter avec les FRQ pour s'assurer que le renouvellement, ça pose pas de problème. Fait, tout ça pour dire que les paramètres vont être là aussi de notre côté. Je parle du risque, je ne parlerai pas évidemment nécessairement au nom du MAMAJ. Peut-être, Denis, vous allez rajouter des éléments là-dessus. Mais c'est clair qu'au niveau administratif, avant que l'entente soit signée, c'est déjà arrivé, juste pour vous dire, nous n'avons pas attendu que les FRQ nous envoient l'argent pour avancer pour que l'UQAM avance l'argent la première année, évidemment, ou les autres années subséquentes. Donc, il y a des mécanismes qui existent dans les universités et les services de la recherche vont être consultés là-dessus parce que c'est un projet particulier. Christelle, tu viens de le rappeler. On va rester flexible. On va s'assurer encore une fois de respecter le plus possible les engagements des chercheurs, Maxime, surtout s'il y a des planifications à faire durant l'été. Mais il y a des façons de faire pour accélérer le processus et pas que nos administrations soient aussi, quelque part, je parle des administrations universitaires, un frein éventuellement à la possibilité de faire des campagnes de mesure sur le terrain et aussi à faire en sorte que les chercheurs puissent avancer dans leur travail. Je termine pour dire qu'il y a des impondérables, par contre, on ne peut pas aller contre. On espère tous qu'il n'y aura pas des inondations majeures, n'est-ce pas, cette année en Beauce ou ailleurs, parce que ça aussi, c'est des impondérables qui peuvent éventuellement ralentir non pas l'évaluation, mais certaines, évidemment, campagnes de mesure ou autres. Mais il est clair qu'on va essayer de tout faire pour faire en sorte que les chercheurs soient actifs le plus rapidement possible à partir du moment où on est près, évidemment, de la période où on va annoncer les résultats, mais surtout, et Maxime, je te le dis, on va demander aux universités, pour tous ceux qui déposent des projets, s'il vous plaît, parlez à vos administrations pour pas faire en sorte que justement on se retrouve aussi à avoir quelque part des ententes qui sont coincées dans l'administration, puis c'est pas juste un problème à l'UQAM, c'est évidemment aussi quelque chose qu'on partage avec les autres universités. Les bureaux de recherche peuvent se parler simplement pour accélérer le processus. C'est clair que dans le cadre de ce projet-là, Maxime, tu l'as rappelé, peut-être la campagne de mesure de cet été pourrait être très utile avant d'attendre effectivement le mois de septembre. Voilà, c'était surtout un élément pour dire que du côté du risque, on va tout faire évidemment pour faire en sorte que ça puisse se faire au bénéfice de tout le monde, y compris les chercheurs qui vont être sélectionnés. Merci Philippe. Denis, à toi la parole. Merci Manel. Merci Philippe. Je vais dans le même sens que Philippe vient d'énoncer dans mon intervention. Si on peut commencer plus tôt, ce serait l'idéal, évidemment, si on est capable d'avoir une levée de terrain au printemps. Tant mieux. Avec Christelle, Guillaume, on est en train de penser, comme vous disiez tout à l'heure, avec un organisme peut-être un plan B, un plan de secours là, pour pouvoir le faire. Il y a aussi, puis là, je tiens peut-être à côté comme on dit au baseball, à côté du marbre, mais il y a aussi les levées topo bathymétriques qui ont été faites en 2020 là, dans la foulée justement du programme, du rapport du comité expert, qui peuvent être aussi, je pense, des données qui peuvent être utiles. Là. Mais comme je vous dis, là, je ne suis vraiment pas dans ma sphère d'expertise rendu à ce niveau aussi des discussions. Donc, si ce n'est pas utile, ça ne sera pas. Si ça l'est, tant mieux, on pourra essayer de le rendre disponible. Puis Maxime, les éléments, je parle sans avoir levé la main. En fait, ça me rappelle, Manel, qu'on avait demandé de préciser également dans le guide, on avait demandé aux chercheurs d'énumérer qu'est-ce qu'ils devraient prendre comme données, échantillonnage, qu'est-ce qu'ils ont besoin de préparer à partir d'avril lorsqu'ils font la proposition pour que nous, on puisse, avec notre plan B, être ouvert. Mais comme je vous ai dit, là, c'est vraiment ouvert. Ça se peut qu'on ait besoin d'eux, ça se peut qu'on n'ait pas besoin d'eux, mais l'important, c'est qu'on a un backup. Sinon, on ira nous-mêmes les prendre les données. Merci Christelle. Jean-François Bernier. Oui, c'est des questions concernant aussi les relevés de données de terrain. En fait, est-ce que c'est possible de connaître le budget de ces relevés-là que la firme externe va avoir pour savoir justement est-ce que c'est quel type de relevé qu'on peut proposer? Est-ce que c'est d'autres relevés topobathymétriques peuvent rentrer dans ce type d'acquisition de terrain-là? Et j'imagine, c'est ça, on vient d'en discuter, mais c'est sûrement pas prévu seulement pour cette année, mais également pour 2024 et 2025. C'est juste de savoir par rapport à la planification de nos budgets, savoir c'est quoi le budget des analyses terrain qui sont supposées être faites. Pour le relevé topobathymétrique, c'est un autre ministère qui s'en charge. Donc, c'est le ministère des Ressources naturelles et forêts. Donc, il y a une façon de prévoir un relevé topobathymétrique. Si c'est demandé par le chercheur, même c'est à prévoir.
Donc, on peut, ça, les budgets, on n'a pas besoin de s'en préoccuper du moment qu'on dit qu'on a besoin d'avoir un relevé topobathymétrique sans problème. Au niveau de la collecte de terrain, c'est vraiment un organisme qui va faire seulement de la collecte de terrain. Donc, son équipement, elle va probablement l'emprunter soit à l'université ou à certaines universités, ou bien elle va le louer, ça va être dans le contrat. Donc, il n'y a pas, le budget va aller en fonction des besoins. Comme Manel l'a mentionné, puis M. Gachon, on va savoir d'avance qu'est-ce qu'il y a besoin, donc on va être capable de le prévoir. Mais Jean-François, je pense que c'est uniquement la première année avant le début du projet. Après ça, c'est l'équipe de chercheurs qui est responsable des autres levées. OK, parfait. En tout cas, je ne dirais pas normalement que les autres levées, parce que vous allez dépasser 200 000 $ en faisant une levée topobathymétrique. C'est quand même dispendieux. Donc, à chaque année, on pourrait avoir un levé leader bathymétrique. Ben, normalement, ils l'ont fait en 2020. C'est à vérifier avec le MERN, qui est le MRNF, mais on ne perd rien si vous avez besoin. Ben, si on peut s'informer parce que ça a une implication majeure, si on est capable d'avoir les données leader bathymétriques annuelles, là, ça serait la seule place qu'on aurait ça. Là. Ça m'étonnerait que ça. En tout cas, ça serait super, mais ça m'étonnerait. Denis? Justement, ça a été fait à l'aide d'un avion ou d'un drone, ces relevés-là, juste par curiosité. D'un avion. Avion. On vous revient avec la réponse pour les questions topobathymétriques qui est la prise de données terrain printemps 24, 23, 25 et automne correspondant. Puis, est-ce qu'on sait au niveau de la qualité par rapport à la turbidité de l'eau, est-ce que les données ont déjà été traitées ou sont brutes actuellement et on doit les traiter? En ce moment, ceux qui ont été acquis en 2020, c'est l'Université de Sherbrooke qui sont en train de faire l'analyse. Donc, ils ont été présentés lors d'un arrimage scientifique. D'ailleurs, je pense que Pascal Biron était présente là, pour les voir. On peut avoir accès de contacter l'Université de Sherbrooke. Mais avant, l'important, c'est que vous nous fassiez une liste de qu'est-ce que vous aimeriez, puis nous, on va moduler en fonction de qu'est-ce qu'on est capable de vous offrir à l'interne du gouvernement. Oui, parce que la qualité et l'utilisation des données leader bathymétriques va dépendre beaucoup de la turbidité de l'eau. Donc, de là, l'intérêt de voir est-ce qu'on peut utiliser ça pour l'utiliser comme pour extraire des transects dans le cours d'eau directement. Là. Donc, mais je vais parler avec Pascal. Là. Pascal, de toute façon, a un intérêt à déposer avec nous là, dans ce projet-là. Sinon, les données qu'on a vues, c'est des données brutes. Là. Je ne peux pas te dire qu'est-ce que ça donne par l'Université de Sherbrooke. Puis l'Université de Sherbrooke, comparé avec des données de terrain qui ont été faites au même moment que... Celui qui a été mandaté par le ministère des Ressources naturelles a fait des relevés terrain là, comparés en même temps. Mais c'est moi qui ai une question peut-être à Denis, Christelle et Guillaume. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, des possibilités d'arrimage avec les autres ministères qui, eux, ils ont fait déjà des relevés de n'importe quel type d'information pour arrimer le travail avec les équipes de recherche qui seront retenues? C'est-à-dire, par exemple, des données qui ont été recueillies par le MRNF, le MELCC, donc les ministères avec lesquels vous êtes sur le même comité interministériel? Mais l'objectif de l'étude, évidemment, c'est court. Hein? C'est un laps de 28 mois. L'objectif, ce n'est pas d'aller acquérir une nouvelle donnée et que l'on se retrouve avec deux données différentes, deux données similaires, puis on se dit pourquoi qu'on a dépensé encore de l'argent pour reprendre les mêmes études. Il y a beaucoup d'acquisition de données qui se fait présentement à l'intérieur du gouvernement. Donc, du moment que l'université, les chercheurs vont être choisis, il va y avoir des ententes de confidentialité. On va pouvoir partir avec des données gouvernementales qui ont déjà été prises. Donc, ça va vous réduire beaucoup le temps d'acquisition. Merci, Christelle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? S'il n'y a personne d'autre, je ne veux pas monopoliser non plus. Vas-y, Philippe. Tu poses des questions pertinentes, fait que je vais répondre. Oui. Là aussi, Maxime, on va tous travailler ensemble pour s'assurer encore une fois d'optimiser l'accès aux informations. On en parlait il n'y a pas plus tard qu'hier pour un autre type de projet.
l'accès à l'information, la qualité, la validation et tout ça est un élément important. Et puis, je peux pas m'empêcher, Maxime et ceux qui sont intéressés à déposer les projets. J'ai vu aussi le travail qui a été fait par le COBARI, qui est le travail que vous avez fait, qui est très intéressant, de vraiment synthèse des connaissances. Moi, j'ai une question de météorologue, je m'excuse, cette question de météorologue. À quel point la modification du régime de précipitation a affecté aussi en grande partie la charge sédimentaire et l'apport évidemment en sédiments dans la rivière, en dehors évidemment de la modification, vous l'avez montré, des périodes de dragage. Juste pour vous le mentionner, dans certaines régions, mais ça inclut, je pense, la Beauce, on a des changements de plus de 20% en termes d'intensité de précipitation pour certains mois. Donc, et comment tout ça va changer dans le futur? Sous-entendu, comment ça va affecter éventuellement la modification de la charge sédimentaire? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, j'imagine bien, en dehors de l'aménagement du territoire, le régime de précipitation a quand même pas mal à voir aussi avec la modification de la charge sédimentaire et les volumes d'eau qui sont évidemment, y compris de sédiments, qui sont apportés dans le bassin. Peut-être rebondir là-dessus, mais c'est aussi les endroits où peut-être certains projets, le comité de suivi a justement aidé à faire des effets leviers, justement à apporter des contributions complémentaires à certains éléments du projet. Voilà. Comme Ouais, de notre côté, on en a parlé avec Marc-André Bourgault déjà la semaine dernière. Là, puis effectivement, on veut essayer d'aller vers là pour la proposition qu'on va déposer. Mais le défi qu'on a souvent pour corréler les données de débit en lien avec tout ce qui est dynamique hydrosédimentaire, c'est que, par exemple, si on fait des suivis historiques, c'est qu'on va avoir une série d'images aux 10 ans. Donc, c'est difficile d'y aller. On peut prendre par grande période de conditions hydroclimatiques, mais d'analyser, par exemple, crue par crue pour voir l'impact sur le transport hydrosédimentaire, ça reste un défi par rapport à ça. Et sinon, autre commentaire là, que j'avais ou question qu'on peut déjà commencer peut-être à regarder, parce que peu importe, je pense, l'équipe qui va avoir le financement va assurément utiliser, parce que là, une des questions, c'est de savoir est-ce qu'on est dans une réelle aggradation ou le lit est relativement stable ou on est en émission. Ça, c'est la question de base. Et une des manières qu'on va pouvoir répondre à cette question-là, c'est d'utiliser les données du CHQ, de la modélisation des codes de crue qui a été faite en 2003 ou 2004 dans le bassin versant de la Chaudière. Et nous, on l'a fait, là, récupérer ces données-là ici pour la Rivière-à-Mars, l'Anse-Saint-Jean et Escoumins, mais ça nous a pris 3 ans à avoir les données au CHQ, uniquement pour avoir les données. Donc, déjà, peut-être dans le bureau de projet, là, réfléchir à ça pour commencer à répatrier les données, parce que si c'est les mêmes délais, c'est sûr qu'il y a eu la COVID là, qui n'a pas aidé dans notre cas, là, mais déjà, parce que peu importe l'équipe qui va déposer, ça va être une donnée de base là, pour avoir une analyse au moins sur 20 ans. Là. C'est pris en note. Puis justement, c'est sûr que c'est la première entente qu'on fait du genre, je ne te dirais pas que ça va être parfait. Là. On va avoir plein de choses, les embouchures, puis les prochaines ententes, ça va être un peu plus huilé, puis ça va vraiment rouler un peu plus vite, mais c'est sûr qu'on va s'arranger pour que vous ayez absolument tout. Merci. Merci, Maxime. La question est intéressante. Puis, je comprends, Philippe, de ton intervention que c'est un défi que tu lances aux gens autour de la table dans la considération de l'aggravation des conditions météorologiques. C'est bien ça? Philippe, est-ce que tu es avec nous? Oui. Excuse-moi, je n'ai pas entendu le dernier bout de ta... Vas-y. J'ai compris dans ton intervention que c'est un peu un défi que tu lances aux gens de dire comment on va considérer ça là, dans l'aspect de la météo, justement, des changements météorologiques qui apparaissent. C'est un beau défi, mais je répondrai comme ça. Puis je n'ai pas la réponse complète, mais c'est clair qu'il y a du travail qui a été fait par certains. Le ministère de l'Environnement est un exemple. Environnement Canada en fait. Nous, on en fait ici. Je parle pour la partie météo, modélisation. On est en train d'ailleurs de faire une analyse rétrospective sur les bassins versants. On va travailler avec Hydro-Québec. Fait que là aussi, je pense qu'il y a des effets leviers ou des contributions de différentes, on va dire, expertises qui peuvent se rajouter après, au moment de la sélection, après la sélection du projet. Mais comme c'est un bel exemple d'intégration à la fois des besoins, évidemment, sur un bassin qui est extrêmement problématique, on sait tous, et aussi la contribution des universités, je ne peux pas m'empêcher, c'est un projet qu'on va mentionner de toute façon à Rémi Quirion, parce que c'est un argument, évidemment, pour lui dire il faut absolument continuer le travail qu'on fait pour, évidemment, s'assurer qu'on va être non seulement renouvelé, mais que ça va permettre justement d'avoir des effets de levier sur ce genre de projet-là.
Parce que ça se peut très bien qu'à la suite du projet, au bout de 2 ans et demi, bah, effectivement, comme tu le dis, Maxime, il faut prolonger certaines études, regarder encore une fois certaines choses au niveau longitudinal, transversal, puis amener peut-être éventuellement soit une prolongation du projet, soit d'autres types de projets parce qu'il y a des angles morts qui ont été identifiés dans le projet. Donc, ça, c'est tout à fait de façon de nature, justement, à inciter à la fois les FRQ à renouveler évidemment la contribution. On est en discussion avec eux, évidemment, pour que ce soit fait dès le mois de mars 2024, mais faire aussi en sorte qu'il y ait des effets leviers, notamment parce que vous, les ministères, les MAMACH et d'autres aussi, ont des besoins récurrents. Puis c'est pas ce travail de recherche, c'est quelque chose qui doit faire, évidemment, se faire de façon viable, durable et évidemment transversale le plus possible. Parce que tu touches à des éléments, Maxime, tu en as parlé, qui sont tout à fait pertinents, à la fois en termes d'accès à l'information, mais aussi en termes de capacité ou pas, ou de limite à faire le travail dans un laps de temps qui est assez court. Voilà. Merci Philippe. Fabien, Hugues. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabien. Je suis hydrogéomorphologue, puis je travaille dans le privé pour la firme EECOM. J'étais très intéressé, enthousiaste là, de voir un projet comme celui de la Rivière-Chaudière là, se lancer. Puis ma question est assez simple en fait, là, c'est pour savoir à quel point vous êtes ouvert à ce que le monde privé puisse être intégré dans ce genre d'appel à proposition. Puis je comprends qu'il faut que ça passe par une université qui est affiliée au risque aussi, là, mais à quel point une université pourrait sous-traiter un consultant pour justement des questions de prise de données terrain, des expertises très précises, là, étant donné je pense que même dans le milieu privé, on a quand même des expertises là, qui pourraient être utiles dans ce genre de mandat, en fait. Je peux commencer une réponse, puis Philippe, tu peux faire le complément. En tout cas, comme tu l'as mentionné, le projet initial, il doit être déposé par un chercheur qui est affilié à une université, mais le but de cette rencontre aujourd'hui, c'est de faire cet arrimage-là. Donc, autour de la table, il y a plusieurs chercheurs et suite à cette réunion-là, je vais vous envoyer le tableau Excel dans lequel il y a les noms des personnes, leur affiliation et puis leur spécialisation. Je t'invite à communiquer avec les chercheurs qui dans le discours t'intéressent et puis ça serait vraiment génial s'il y aura aussi une collaboration, entre autres. Nous, au risque, on encourage la collaboration, l'intersectorialité, et l'intersectorialité, pas uniquement entre les différents secteurs de la recherche, mais aussi entre le privé, le public, le secteur de la recherche. Donc, on n'exclut personne, tout le monde, il a le droit et on a le bénéfice, en fait, ce n'est que gagnant pour ce projet-là d'avoir des expertises, mais c'est un arrimage. Aujourd'hui, c'est le but de cette réunion, c'est de faire l'arrimage. Merci. Christelle, tu veux ajouter quelque chose? Justement, je trouve ça super pertinent, Fabien, que tu en parles, puisque pour nous, c'est important c'est nouveau, c'est différent comme on l'a fait. On veut vraiment prôner la créativité des scientifiques. On ne veut pas arriver dans voici nos besoins. Vous les avez, nos besoins, mais on veut que vous pouvez justement vous associer avec des chercheurs. Normalement, vous ne seriez pas associés, dire, OK, là, on a la chance d'être subventionné pour faire un projet qu'on aurait toujours voulu faire, mais que c'est souvent encadré, spécifique à une notion. Là, on vous dit, on est en changement de paradigme nous-mêmes en tant que bureau de projet, puis en tant que gouvernement. Donc, allez-y. Vous avez quand même les barèmes de base, là. Il faut quand même avoir des résultats, puis un outil d'aide à la décision. Mais le reste, dites-nous qu'est-ce que vous avez besoin. C'est quoi votre méthodologie? Puis on va faire en sorte que ça se réalise. Donc, c'est vraiment vous qui créez le projet. Donc, ce n'est pas nous qui allons créer. Puis pour la méthodologie, c'est vraiment vous qui allez la déterminer. Oui, mais c'est tout à fait ça. Puis moi, je trouve ça très pertinent de toute façon de passer par les universitaires à la base, là, notamment pour le transfert de connaissances, la formation de nouvelles personnes. On manque d'hydrogéomorphologues au Québec, là. C'est de plus en plus populaire, mais il y a toujours pas assez de monde, là. Puis je pense qu'aussi dans le privé, on peut mettre la main à la pâte puis aider là-dedans. Et ce serait question échéancier, je pense que c'est gagnant-gagnant parce que ça roule assez vite quand même dans le privé, là. On est déjà instrumenté, on a déjà certaines expertises puis tout ça. Donc effectivement, là, je vais faire la démarche là, pour discuter avec nos chers universitaires, là. Merci. Merci. Philippe, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je rajouterais, c'est déjà arrivé dans le passé. Les compagnies privées, c'est déjà arrivé d'ailleurs qu'elles sont incluses dans les appels à projets, fait que justement les ateliers de management qu'on a aujourd'hui,
vise aussi à mettre en contact les chercheurs avec toutes sortes de monde, y compris évidemment les gens qui ont d'expertise, que ce soit dans le privé ou dans le public. Et puis justement, prendre contact auprès de certaines universités. Effectivement, Fabien, vous le mentionnez, les hydrogéomorphologues, ils ne sont pas hyper nombreux au Québec. On peut vous aider aussi. Nous, on a une espèce de cartographie aussi d'expertise des membres du risque au niveau universitaire. Ça permet justement de pouvoir les mettre en contact avec vous. Puis ça, évidemment, on ne peut pas imposer avec qui les gens veulent travailler, mais c'est aussi une façon de mettre les gens en réseau. Surtout dans des projets comme ça qui, comme on vient de le dire, effectivement, sont aussi orientés, appliqués avec, encore une fois, des livrables à faire dans un espace de temps qui est quand même assez court. Mais définitivement, on est là pour ça et ça a déjà été le cas. Il y a plusieurs appels à projets qui incluent justement à la fois les compagnies privées, des municipalités, des ministères, etc. Et certains chercheurs, la plupart d'entre eux aussi, ont l'habitude de faire ce genre de maillage. Voilà. Excellent, merci beaucoup. Merci Philippe. Maxime? Oui, petite question pratico-pratique. Je sais que des fois, souvent dans les demandes de subventions comme ça, il y a un pourcentage minimal pour les bourses aux étudiants. Est-ce que dans le cadre de cet appel à projet-là, je sais qu'il y a quand même une portion et un pourcentage là, lié à l'évaluation, mais... C'est une très bonne question, Maxime, mais bon, pour les FRQ, vous le savez, pour ceux qui ont appliqué sur les appels à projets, on avait l'obligation de respecter ce 60% du financement. Là, c'est beaucoup plus flexible parce que de toute façon, c'est un travail qu'on fait comme AMACH et de toute façon, vous en avez discuté, l'appel à projet, les critères, le guide sont là, justement, avec un certain nombre de balises, mais elles sont moins, on va dire, strict par rapport à ce qu'on reçoit comme financement quand on parle des FRQ, parce que ça, c'est une obligation. On avait l'obligation de mettre dans les appels à projets 60% qui allaient en formation à la relève, soit pour les étudiants post-doc ou assistants de recherche. Voilà. Donc là, c'est plus flexible. Puis aussi, peut-être Christelle ou Denis, vous pouvez compléter. L'idée, évidemment, c'est d'avoir une équipe de projet qui amène aussi à des résultats tangibles avec la meilleure sélection qui va être faite. Fait que c'est pas tellement à savoir. Bon, évidemment, il va y avoir une évaluation, ça fait partie des critères. Tu l'as rappelé, Manel, sur. J'imagine bien que tu peux être maîtresse, j'exagère à peine, Maxime, mais passe pas ton temps à aller au cinéma tout le temps et à mettre de l'argent, évidemment, pour payer les billets d'avion, pour aller je sais pas où. Ce que je veux dire par là, c'est que le budget aussi, il faut qu'il soit justifié par rapport à ce qui est promis, les objectifs et aussi les livrables. Voilà. Mais la contrainte en termes de financement de la formation à la relève, elle est quand même présente, mais elle est moins exigeante que ce qu'on avait avec les FRQ. Parfait. Puis, dernier, là, tu parlais des livrables, un rapport à tous les 6 mois, là, ça a fait peur à mes collègues là, quand ils ont vu ça. On parle de quel genre de rapport intermédiaire que vous vous attendez? Ça va être entendu dans les livrables? C'est des dans réunions, l'entente? c'est des réunions d'arrimage pour voir un peu l'état d'avancement, pour voir aussi les besoins de l'équipe de la recherche. Mais c'est sûr qu'il y a eu une discussion lorsqu'on mettait en place le guide à propos du rapport. Et d'ailleurs, Yves, mon collègue, lui aussi, il a soulevé ce point comme quoi, aux 6 mois, c'est vraiment très, très proche. Mais ça, ensuite, au niveau de la mécanique du projet, on peut discuter ça. Je pense que on ne serait pas vraiment très rigoureux sur c'est-à-dire du moment où il y a des livrables que vous pouvez soumettre, il y aura des réunions qui vont être réalisées, puis au fur et à mesure de l'état d'avancement et du travail avec le comité de suivi du côté du bureau de projet Chaudière, les rapports vont être soumis. Mais c'est sûr que c'est une volonté un peu pour voir des résultats apparaître Okay. au fur et à mesure, mais vraiment d'une façon assez comme rapprochée. Oui, Denis? Oui, merci, Manel. Mais effectivement, ça peut sembler rapide, mais en même temps, on comprend que c'est un mandat qui s'échelonne sur 28 mois. Donc, 28 mois, 6 mois, ça fait 4 rencontres là, pour avancer. Nous, de notre côté, mais ça permet aussi de nous sécuriser et de valider où on est rendu dans le mandat avec ce que j'appellerais peut-être nos impératifs aussi gouvernementaux de reddition de compte, la fin d'année financière, l'étude des crédits. Donc, il y a différentes étapes comme ça qu'on doit s'assurer d'avoir l'information qui est pertinente dans l'avancement de nos dossiers. Et je comprends que 6 mois, ça peut arriver vite, là, mais dans le contexte, je pense que c'est correct, bienveillant. Mais là, vous avez parlé de rencontres. Donc, par exemple, un livrable pourrait être une présentation qui est faite au comité de suivi. Tout à fait. Ouais. Okay, on n'a pas besoin rien d'écrit, un rapport là, strict. On sort vraiment du cadre normal de recherche là, en tant que tel que les chercheurs au Québec sont habitués. Donc, on y va plus dans recherche-action, mais comme on vous l'a mentionné tout à l'heure,
notre comité de suivi est composé quand même de partenaires municipaux et d'organismes ministériels. Donc, on doit avancer, puis on doit leur montrer aussi que les choses sont faites. Là, ils veulent avoir quand même une étude 3 ans, ça leur fait peur. Puis là, ils ont accepté en ayant quand même une participation là, à travers les prises de décision. Oui, c'est parfait. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est très intéressant, les questions sont très intéressantes. Et puis, je vois aussi, je suis très heureuse de voir que le sujet il suscite un tel intérêt. Personnellement, je suis très heureuse aussi de voir que investir dans la connaissance et l'économie de la connaissance, ça fait en sorte d'engendrer, de créer de nouvelles connaissances. Donc, comme on a dit tout à l'heure, Christelle, elle disait, ça se peut que le projet de recherche, ensuite, il va s'étaler, donc, c'est ça, investir dans la connaissance, c'est une économie qui est fructueuse. C'est pas préparer un rapport technique puis le livrer, ça va créer peut-être, ça va ouvrir des portes vers des nouvelles recherches, vers des nouveaux sujets de thèse, de maîtrise, de doctorat, la création de chaires de recherche. Donc, on vous encourage fortement à aller sur le site web, premièrement du risque, afin de voir toutes les dispositions et puis tous les éléments dans la section, dans l'onglet appel à projet ciblé. Et aussi d'aller consulter le site québec.ca, la plateforme gouvernementale dans laquelle vous allez trouver dans la section bureau de projet toute la liste des différents bureaux de projet affiliés au MAMASH, puis qui ont été mis en place grâce au PPTFI, les informations sur le PPTFI, puis tout le contexte qui entoure ces bureaux de projet. C'est un projet, comme on vous l'a dit, c'est un projet pilote, c'est une innovation. C'est pour la première fois la collaboration entre les ministères et puis le réseau des universités du Québec. Donc, on se souhaite vraiment toute la réussite pour ce projet. Oui, Philippe, je pense s'il n'y en a plus de questions, Philippe, je vais te laisser le mot de la fin. Oui, peut-être pas nécessairement, mais je vais rajouter quelque chose que je ne peux pas ne pas. Alors, il y a toutes sortes d'effets leviers qu'on peut aussi utiliser dans le cadre de ce genre d'appel à projet. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, on en parlait il n'y a pas si longtemps, encore une fois. C'est pour ça que les compagnies privées peuvent aussi être très utiles dans ce genre de projet pour aller chercher justement du cofinancement via du MITAX. Ça inclut également du Global Link, c'est-à-dire qu'on est sorti de la COVID, j'espère que tout va bien aller, qu'on n'aura pas évidemment d'innovation ce printemps, que la rivière va rester un petit peu plus calme que d'habitude, mais aussi des collaborations et aussi des partenariats, j'y pense évidemment à propos de MITAX. La dernière fois, tu te rappelles, Manel, qu'on a rencontré MITAX, ils nous disaient tous qu'il y a plus d'argent que ce que les universités sont capables de dépenser. Donc, là aussi, il y a des effets leviers intéressants pour aller justement rajouter à la fois l'implication des compagnies privées ou semi-privées. Vous savez que MITAX finance beaucoup l'industrie, puis il y a aussi des effets leviers potentiels là-dessus. On peut vous aider modestement, mais vous avez des bureaux dans chaque université pour travailler sur ces enjeux-là. Et c'est sûr aussi qu'en termes surtout en ce moment, Global Link, ça redémarre. Il y a de plus en plus aussi de cofinancement possible avec les partenaires internationaux, y compris à l'extérieur du Québec. Donc ça aussi, ça peut permettre justement d'aller chercher des effets leviers. Alors, puis il est intéressant aussi à noter, Philippe, qu'on reçoit beaucoup de demandes de stagiaires de l'international, essentiellement de l'Europe, parce que, comme vous le savez, le réseau risque s'agrandit, puis on a des tentacules un peu partout à l'extérieur du Québec ou en Europe. Donc, on vous encourage fortement d'aller faire quelques recherches. Puis nous aussi, notre équipe à l'interne du risque, on peut vous donner quelques recommandations, parce que comme il a dit Philippe, on est en communication avec les MITAX, puis dernièrement, une chercheuse affiliée au risque, elle a lancé un beau projet MITAX, on l'a accompagné, donc on a de l'expérience pour vous orienter un tout petit peu, pour aller chercher aussi des stagiaires venus partout de toutes les universités, que ce soit canadiennes ou bien européennes. On a avec nous notre partenaire, notre futur partenaire Mayan, Damien, je te salue, puis c'est une porte aussi ouverte de discussion pour avoir des stagiaires dans le cadre de MITAX. Ouais, j'ai vu aussi Vincent qui était là, mais je vois oui. justement un élément là-dessus. À cause, évidemment, on est dans une situation particulière. Peut-être ça va nécessiter pour nous, je vais te laisser la parole, Damien, effectivement, d'être un peu plus proactif ou imaginatif cette année. Ça se peut que, justement, on ait cherché, en ce moment, il y a beaucoup de stagiaires internationaux qui nous contactent pour venir faire des stages cet été.
peut-être on pourrait mettre justement au moins recevoir un certain nombre de demandes à propos des stagiaires. Et je parle de stagiaires, notamment beaucoup dans le domaine des risques, quels qu'ils soient d'ailleurs, météo, hydrométéo, etc. Fait que ça peut permettre peut-être d'aller colliger aussi peut-être un bassin de stagiaires potentiels. C'est pas cette année, ça peut être l'année prochaine, mais trouver une façon justement d'utiliser une partie des stagiaires internationaux, parce que vous savez, dans certaines universités, n'est-ce pas, mes collègues qui travaillent dans les universités en ce moment, c'est très difficile d'abord de recruter des étudiants et aussi dans certains programmes, on a absolument besoin d'étudiants étrangers. Et en ce moment, il y a un petit peu de demande, notamment d'étudiants européens qui veulent venir faire des stages ici dans le contexte des universités au Québec. Voilà. Je vais te laisser la parole, Damien, parce qu'effectivement, ce que suggérait aussi Manel, oui, merci. Alors déjà, merci pour toutes ces présentations très intéressantes et qui donnent une bonne compréhension du sujet. Bon, je me présente rapidement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui me connaissent. Je m'appelle Damien Serre, je suis à la base professeur d'université en géographie et sur des questions de résilience urbaine face aux inondations. Et je travaille justement, je suis devenu directeur scientifique de Mayan, qui est un centre de recherche privé en France, assez unique. Et on est membre du risque depuis quelques années maintenant. Et on travaille essentiellement sur… alors, on n'est pas du tout, nous, sur les approches hydrosédimentaires que vous avez citées, mais par contre, on fait le lien avec ce que vous appelez l'intersectoriel. Et on travaille justement beaucoup sur les questions de mise en place d'outils d'aide à la décision pour tout un tas d'acteurs qui sont des gestionnaires de risques à différentes échelles, à différents niveaux, essentiellement en France, mais aussi de plus en plus à l'international. Donc moi, j'étais ravi de participer. On s'est rencontrés récemment avec Manel et Philippe là, pour discuter de l'évolution un peu du risque, et on est toujours intéressé de voir ce qui s'y passe. Et encore plus de participer à des actions futures. Donc, j'étais content de voir que des organismes privés étaient les bienvenus dans ce genre de projet. Vincent Germano, qui est le directeur de Mayan Montpellier, bon, n'a pas pu assister à l'ensemble de la réunion, mais je lui transmettrai toutes les infos. Et voilà, donc s'il y a sur des aspects aide à la décision, sur des aspects résilience des territoires, sur notre expérience de gestion de crise aussi, enfin voilà, stratégie d'adaptation, etc. Si on peut vous aider dans ce contexte-là, soit dans cet appel-là, soit dans d'autres choses, on le fera volontiers. Et puis j'ai entendu aussi, Philippe, les leviers que tu citais, et je pense que effectivement, l'ouverture internationale est une bonne chose pour le risque et pour tout le monde en réalité. Merci, Damien. Merci. Donc, si on n'a plus de questions, je pense qu'on est arrivé vraiment à temps. Il est actuellement 15 heures, 1h30 sans passer très, très vite. Je souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes qui vont déposer, que ce soit ceux qui sont ici présents ou ceux qui vont visualiser ensuite l'enregistrement. Donc, comme promis, vous allez recevoir la présentation PowerPoint sous format PDF dans vos courriels. Vous allez recevoir un tableau Excel avec la liste de tous les participants afin de pouvoir faire le maillage et puis la communication. Et puis, restez à l'affût. Suivez-nous sur les réseaux sociaux afin de voir l'état d'avancement et puis plus d'informations. Je tiens encore à remercier mes collègues au risque, la direction du risque. Je tiens à remercier notre partenaire, le MAMACH et puis le bureau de projet Rivière-Chaudière. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci infiniment. Je vous laisse la parole si vous voulez dire un petit merci avant d'arrêter l'enregistrement. Je pense que le mot-clé, tu viens de dire, Manel. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Pour nous, on veut dire amusez-vous. Pour écrire la proposition, vous avez un beau terrain de sable
Donc, amusez-vous. Nous, on s'amuse beaucoup et on va s'amuser avec vous sur le terrain. Ça va vous faire plaisir. Donc, l'important, le mot d'ordre, c'est vraiment soyez créatifs puis allez au-delà de ce que normalement on fait. Innovation. Innovation. Soyons innovants et puis au plaisir de servir la recherche et de servir le Québec. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tout le monde.